c'est les institutions. D'abord, je vous recommande d'écouter, si vous pouvez écouter l'émission qu'il y a eu hier soir, j'en ai parlé, à Europe 1, ça s'appelle le Club de la presse d'Europe 1, avec Dunia Buzar, qui était pendant 3 quarts d'heure interviewée par des grands journalistes, Robert Namias, etc. En 3 quarts d'heure, vous aurez une vision très claire de ça. Elle parle justement de ces questions-là. Elle dit qu'il y a un ennemi numéro 1. Elle dit l'ennemi public numéro 1. Elle donne même son nom. Je crois qu'il s'appelle Abu Ouma, je ne sais pas très bien, qui est un musulman, qui est un ancien bandit lui-même, etc., mais qui finalement réussit à organiser à travers des vidéos, à attirer des jeunes. Elle dit par exemple, tous les jeunes, notamment les jeunes garçons, ils sont intéressés par certaines vidéos, tu sais, Assassin's Creed, ou Seigneur des Anneaux, etc. Ils utilisent des vidéos qui sont finalement familières aux jeunes et ils transforment cela, si tu veux, pour donc amener ces jeunes petit à petit à suivre leur point de vue, qui est que voilà, il y a une grande injustice, il y a des jeunes qui sont massacrés, bien sûr c'est très anti-occidental, et finalement ces jeunes qui sont idéalistes se laissent, et qui sont finalement, beaucoup sont jeunes, ils ne sont pas, comme tu dis, même éduqués dans la religion, mais ils sont jeunes, idéalistes, ils se laissent prendre par ce genre de phénomène psychologiquement. Et après, il y a tout un système dans lequel, comme Amina l'a dit, des relations avec... alors ils sont dans un réseau de relations, et voilà, ils joignent un mouvement, et ils deviennent de plus en plus fermés, ils se ferment à leur famille, ils ont une vision du monde qui est complètement déformée. Vous savez, quand on revoit un peu les biographies de certaines personnes, par exemple, il y a une quinzaine d'années de Calcal, on voit très vite quand on voit sa situation, il n'avait pas de père, c'est sa mère qui s'en est occupée. À l'école, il y a eu, je dirais, du racisme au faciès. Il n'avait plus envie d'aller à l'école et il a été très vite pris déjà à l'époque par des mouvements qui ont travaillé sur son ressentiment, sur la rancœur, sur plein je dirais, de sentiments négatifs où ils lui disent de toute façon ils t'en veulent, l'État ne fera rien pour toi, la France ne t'aidera pas, tu es un immigré, tu es noir, enfin, des tas de choses qui font que, et c'est vrai que bon, la situation française n'a pas beaucoup aidé à l'intégration des familles, je dirais, étrangères. Ils ont des parents parfois chômeurs, anciens ouvriers, bien que les parents sont des familles très bien, il y a eu plein d'enquêtes, mais les enfants reprennent un ressentiment qui a été déjà, je dirais, porté depuis quelques dizaines d'années. Moi, quand je vois l'exemple des Pays-Bas, je me dis que peut-être il leur donne une chance de s'en tirer. Voilà, donc ça c'est un exemple réel. Hein. On entend ça et que je lis la presse, etc. Je me dis que c'est un phénomène relativement minoritaire parce que ça traduit l'échec du christianisme en France et l'échec de la famille. Et chaque être humain qui grandit a un idéal, bon, selon sa force intérieure, il se laisse prendre par l'alcoolisme, par l'immoralité sexuelle qui fait beaucoup plus de dégâts pour l'instant que l'extrémisme. Et il faut monter en amont, je pense qu'il faut penser à l'éducation. Si on veut empêcher ça, il faut que les jeunes aient un idéal, ce ne soit pas l'extrémisme ni l'alcool, ni l'immoralité. Que ce soit autre chose, bien sûr. Ça se développe à l'école, ça. Il n'y a rien. Oui, vous avez on va surtout parler des jeunes maghrébins ou musulmans qui vont faire le djihad au Proche-Orient. Mais il faut quand même se rappeler qu'il y a, je crois, 10 000 Européens, n'est-ce pas, qui ne sont pas d'origine musulmane, ce sont des chrétiens. Il paraît même qu'il y a une jeune juive de 17 ans qui s'est convertie à l'islam et qui n'a pas réussi à l'entrer. Bon, alors, moi je pense que cette fascination de certains jeunes pour l'extrémisme religieux est peut-être un signe de la décadence de notre société, comme nous disait monsieur d'ailleurs. Et
on n'a plus d'idéal. On est en pleine société de Je crois que c'est la consommation, société en du pleine vide. mondialisation, et moi je crois que ces jeunes, on leur offre rien. Ces jeunes dont vous parlez qu'on cherche à récupérer, bon, mais qu'est-ce qu'on leur offre? Se réinsérer, du travail, etc. Ils s'en foutent. Ils ont laissé l'extase. Nous connaissons bien notre société. Nous accueillons les fruits de notre société. Nous connaissons. Quel est le plan pour renverser cette situation? C'est en parler comme ça, on parle, mais quel est le plan pour renverser cette situation? Parce que pour renverser cette situation, les religions qui ont la valeur morale, ils sont divisés jusqu'aux extrêmes, comme la politique. Comment on peut renverser cette situation? C'est ce plan qu'il faut chercher. Mais de parler comme ça ne sert à rien. Si, ça sert à quelque chose parce que ça permet au moins d'éclaircir les choses et de situer le problème. Il faut chercher un plan pour renverser cette Mais situation. c'est la société, c'est les citoyens, mais c'est aussi le politique. Les citoyens ne peuvent rien faire sans le politique. Les parler, moi je trouve que c'est positif dans la mesure où il y a un échange, parce que parfois on reste sur ce que disent les médias. Et donc là, quand on cherche quand même à aller un peu plus loin et en profondeur en se posant des questions, ça permet quand même, je dirais, de voir les choses de manière un peu plus objective que ce que nous racontent les Oui, médias. bien sûr. Vous avez dit, je pense, l'éducation. Évidemment, on est, bon, par exemple, nous sommes des ONG ici, donc mais en tant qu'ONG, la société civile a un rôle. C'est justement de parler, en fait, au-delà d'ailleurs des nations, au-delà des religions, au-delà des frontières, de pouvoir échanger des idées, de pouvoir influencer quand même la société. Bon, ça c'est des petits meetings que nous faisons, comprenant un peu nos limites, si vous voulez. Mais je pense d'abord que c'est important de comprendre, en parlant, d'avoir soi-même, d'avoir des valeurs qui sont importantes et que nous cherchons à transmettre à travers, à notre petit niveau. Maintenant, comment changer la société politique, etc., ça c'est de toute façon des moyens politiques, sans doute, le choix des élus, etc. Mais pour le moment, en tout cas à notre niveau en tant qu'ONG, nous insistons sur l'éducation, sur la famille, et nous cherchons à promouvoir, à créer des alliances, si vous voulez, avec d'autres ONG, justement, d'autres différentes personnalités, pour essayer de créer un mouvement qui retrouve les valeurs. Et puis, au niveau des religions, nous encourageons le dialogue, nous créons des petits projets, mais qui sont symboliques. Par exemple, des projets interreligieux qu'on appelle service des jeunes, par exemple, religieux. On est des jeunes de différentes religions. C'est un projet qu'on a, par exemple, à des moments symboliques. Par exemple, la première semaine de février, c'est la semaine interreligieuse. On choisit des moments comme cela. Au moment de semaine de l'ONU, journée de l'ONU, on essaye de créer un petit peu plus cette prise de conscience. Et donc voilà, à notre niveau, c'est comme ça que nous cherchons à influencer la société. Oui, le jeune qui a... Je voudrais revenir à Mohamed Merah par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez raison, parce que j'étais dans ma cité où j'habite. Et je traîne avec des amis que je connais depuis que je suis petit. Ils habitent dans la cité, tout ça. Et quand ils faisaient un rap un jour, et j'ai entendu, ils parlaient de Mohamed Merah. Ils pensaient ça comme si c'était un idole. Ils étaient prêts à faire préparer que lui presque. C'est pour ça que je me suis dit, par rapport à ce que vous avez dit. Vous savez, quand on est jeune comme ça, on a besoin de s'identifier à un modèle. Ouais, Vous voilà. savez, les jeunes, parfois vous avez trouvé des posters de Elvis Presley, Voilà. voilà. Et on peut aussi s'identifier pour devenir prêtre, il y en a qui font le Bon, choix, voilà, on va il y en prendre. a qui veulent devenir médecin, il y en a qui sont dans le médical. Donc, on est obligé, disons que c'est une phase tout à fait normale au niveau de la préadolescence et l'adolescence, d'avoir, de s'appuyer sur des modèles. Donc, mais parfois les modèles ne sont pas liés qu'à l'adolescence, c'est quand même très déterminant, ces choix-là, qui peuvent engager toute une vie. Donc à ce moment-là, et déjà avant, je trouve que c'est très important d'accompagner les enfants, déjà au niveau de l'école, mais aussi après au niveau du collège, au niveau du lycée. Quand on voit comment ils sont un peu livrés à eux-mêmes au niveau du collège, c'est vraiment... Il y
y a une dizaine d'années, j'ai travaillé dans ce qu'on appelle des écoles de parents migrants. Donc on avait fait pas mal de centres, c'était avec un collègue, et on essayait de sensibiliser les parents migrants à comment élever leurs enfants, qu'est-ce qu'ils ont comme problème, etc. Et la plupart étaient, je dirais, désemparés. Ils nous disaient, mais quoi transmettre à nos enfants? On a notre culture d'origine, quand vous parlez de société multiculturelle, oui, ben, les gens viennent avec des cultures, des racines, etc. Et quand ils sont là, disons qu'ils ont tellement peur de la société française, qui a été la société coloniale pour eux avant, ils se disent, mais je n'ai pas le droit de donner à mes enfants quelque chose de mon origine parce que je ne suis plus chez moi, je suis chez le colon, enfin, chez la France. Pas chez le colon, chez l'indigène. Celui de là-bas, il est ici, il est en France. Donc il a toujours dans sa tête, dans son imaginaire, la relation de domination, dominant d'avant. Alors quand il est là, ils disent, mais moi si je frappe mon enfant, eh ben, ma fille va dire à l'école que sa maman l'a frappé et ils vont me l'enlever, mon enfant. La fille a un numéro vert et elle peut appeler. Et c'est vrai qu'il y a un âge où les enfants sont très manipulateurs. C'est tout à fait. Ils grandissent, c'est après qu'ils intègrent des valeurs. Donc, quelque part, si vous voulez, ce sont des parents souvent désemparés. Rebondir un peu par rapport aux différentes interventions. Exactement le problème de l'immigration, c'est ça qui fatigue l'immigration beaucoup. Parce qu'on arrive dans un pays qui nous accueille et ils ont un autre système. Je le disais tout à l'heure, on nous dit, on voit ici partout on enseigne que des droits, mais il n'y a pas de devoirs. L'enfant, il ne connaît pas de droits, il ne connaît pas de devoirs, il ne connaît que des droits. Voilà. Et à 18 ans ou 21, on dit il est adulte, il a des devoirs. Exactement. Ça lui tombe sur la tête. Ça lui tombe sur la tête. Voilà, et il est embrouillé. Le dilemme, c'est nous les parents, parce que nous on a un vrai problème, comme vous venez de le dire, parce que nous on a eu une instruction. Chez nous, on dit que tu n'as que de devoirs, mais tu n'as pas de droits. Ça, l'âge adulte. Non, grosso modo, à 70% dans la société africaine, un enfant, il n'a que des devoirs, il n'a pas de droits. C'est à 21 ans qu'il a des droits. Ces droits, maintenant, là, il peut dire, voilà, je suis adulte, j'ai des devoirs et des droits. Mais ici, on commence d'avoir pas de droits. À 21 ans, maintenant, il a des devoirs. Mais oui, ils sont perdus. Va, on va te loger, mais c'est... En fait, j'ai créé, je vous ai dit, je suis partie de mon expérience pour créer cette association pour répondre parce qu'on fait face à beaucoup de dilemmes. On a beaucoup travaillé avec les collègues sur ces questions-là, de la désespérance des parents, qui a une sorte de décalage entre ce qu'ils vivent là-bas et ce qu'ils vivent ici, et ce qu'ils ont vécu avant et ce qu'ils vivent aujourd'hui. Il y a du changement parce que la question du droit est quand même assez importante, parce que les droits, c'est quand même le droit à l'éducation, c'est le droit à la santé, c'est le droit à bien, je dirais, que l'enfant ait toutes les bonnes conditions pour bien grandir. C'est ça les droits de manière générale. Les droits, c'est pas une question de le laisser, je dirais, à la maison faire ce qu'il veut ou dehors faire ce qu'il veut. Là, on est dans l'éducation, on n'est pas dans les droits. Et donc, généralement, moi qui travaille sur la question familiale, parentale, et même sur la psychologie de l'enfant, c'est ce que je dis à mes étudiants, quand je leur explique, donc j'explique, je dirais, sous la façon psychologique. Mais on peut, je dirais, sans employer les mots psychologiques, dire que quand un enfant est né, il n'est pas avec, je dirais, une éducation. Il naît avec ce qu'on dit, c'est avec du plaisir. Il a envie de téter, il a envie de rire, il a envie qu'on le stimule. Et si vous, après, vous ne lui mettez pas un cadre, ce qu'on appelle le surmoi, les interdits, la morale, il va être tout le temps roi jusqu'à sa mort. Exact. Donc, l'éducation, c'est de lui donner des interdits, une morale, un cadre, et peut-être un cadre, je dirais, pas seulement pédagogique, mais un cadre aussi familial, etc. Alors que l'enfant ne sait rien. Lui, il naît un enfant, si vous le mettez dans une famille alcoolique, il deviendra alcoolique. Si vous le mettez dans une famille de riches, un enfant, c'est une pâte molle. Il est avec des désirs, du plaisir et c'est tout. C'est à vous de le frustrer.
de lui dire non. Et j'ai vu beaucoup de parents et de mères ne pas dire non à leurs enfants, soit parce qu'elles le mettent sur un piédestal en disant c'est mon fils, c'est cette personne, c'est l'aîné, etc. Soit parce qu'elles disent j'ai peur de la France et qu'est-ce qu'ils vont dire à l'école et la PMI, etc. Soit, bon, voilà. Et donc cet enfant, il va vivre comme une plante qui n'a pas de repère. Il va dans tous les sens. Alors que un enfant a besoin d'un cadre. Moi, ce problème, honnêtement, c'était un problème que je voyais de loin. Hein. Pour moi, je n'étais pas trop touché par ça. Quand j'entendais parler à la télévision, etc., pour moi, c'était un problème des autres. Sincèrement. Mais avec ce qu'elle vient de dire, moi, ça, je me sens concerné et pour moi, c'est une prise de conscience. Mais en même temps, quand j'entends les uns et les autres parler, je dis, franchement, il faut refaire le monde et je suis un peu inquiet. Alors moi, le citoyen lambda qui vient écouter ça, je sors, je veux bien aider ces jeunes-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce que les conférenciers peuvent me dire? Concrètement, qu'est-ce que je peux faire quand je sors d'ici? Qu'est-ce que je peux faire pour aider ces jeunes? Si vous avez une association, vous avez des jeunes, c'est à vous de mettre en place des cadres de réajustement. Par du dialogue, par des séances, par même des activités sportives à travers, et leur donner des valeurs. C'est-à-dire les détourner, leur donner d'autres modèles. Un modèle, par exemple, associatif, un modèle humanitaire, un modèle humaniste, un modèle pour qu'ils ne s'orientent pas. Mais c'est vrai qu'il faut aussi travailler sur le ressentiment, il faut aussi lutter en France contre le racisme. Il y a plein de choses, parce que quand un jeune se dit « moi je suis stigmatisé, je ne trouve pas de travail, je suis au chômage », ben, automatiquement, par rancœur, il va aller dans une radicalisation. Donc c'est aussi l'État, mais l'État c'est aussi les associations, c'est aussi du dialogue, c'est aussi plein de choses. Et aussi, l'interreligieux est important, je pense. Il peut se faire, pas forcément au niveau des grands hommes, ou femmes religieuses, mais il peut se faire au niveau un peu, à des niveaux locaux. Et ça aussi, il y a quand même si les gens ne sont pas vraiment religieux, beaucoup de musulmans ne sont pas forcément très religieux, mais culturellement, ils sont quand même musulmans. Et puis, donc il y a des barrières avec d'autres. Et les chrétiens, c'est la même chose. Et je pense donc qu'il y a vraiment un effort à faire, conscient, notamment au niveau des ONG, essayer consciemment de casser certaines barrières. Surtout vis-à-vis de l'islam aujourd'hui, il y a quand même, à cause de tout ce qui se passe justement, d'ailleurs on voit bien Donia Bouza, même hier à la radio, enfin, parce que finalement les gens assimilent les coupeurs de tête, etc., à l'islam. Donc les musulmans se sentent très 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 gênés avec cette histoire-là, parce que finalement ils disent c'est pas ça l'islam. Or, beaucoup de Français ont ça un peu dans la tête. Donc c'est compliqué, et je pense que ça demande d'aller un peu au fond des choses et de favoriser ce genre de dialogue, de compréhension, d'études, etc. Ils sont manipulés par les Je vous conseille de lire ça, parce qu'elle parle comme c'est Dounia Bouzard, dont on parle beaucoup. Elle-même, elle est d'origine musulmane, enfin, c'est une intellectuelle française. Elle est mixte, c'est ça, mère musulman, mère française, je crois. Et mère corse. Mère corse, voilà. Mais elle parle de ça, justement. C'est intéressant, je recommande ce livre, parce qu'elle parle justement de tous ces aspects-là, notamment de l'islam, la façon dont l'islam est. Elle donne la responsabilité, comme tu dis, à l'État d'ailleurs. C'est très intéressant. Et au fin fond de l'Afrique, là je rejoins la madame, à mon avis on ne se demande pas si on a le droit de donner une tarte à son gamin, mais plutôt s'il aura à manger le gamin. Et la priorité, à mon avis pour ma part, c'est ça. C'est sur ça que fonctionnent les islamistes. Voilà. En disant vous êtes très bien là-bas, il meurt. Et c'est comme ça que vous allez adhérer. Ben oui, bien sûr. Et c'est ça, ils utilisent la culpabilité. Et ça, c'est très dangereux. Donc, il faut quand même aussi se dire, on vit en France, on a le droit, on est heureux de vivre dans un pays, quand même, d'égalité, etc. Il y a quand même des bases, ou dans d'autres pays, il y en a pas. Donc, ne pas également trop fusionner avec, oui, aller faire des choses, mais ne pas fusionner, parce que fusionner, c'est grave. Et c'est pour ça qu'on a pu parler sincèrement de ce qui est fondamental pour nous, pour chacun de nous et dans la famille, c'est l'amour vrai, sincèrement. Alors c'est vrai que dans la religion, on essaie d'en parler, mais par exemple, pour ces jeunes face à l'extrémisme, c'est vrai qu'ils partent de l'altruisme, ils veulent aider les autres, mais en fait, ils ne parlent pas d'amour. Ils ne parlent à aucun moment de l'amour. C'est d'amour là. Oui, mais de ceux qui essayent de la haine. Ah ouais, ça c'est de la haine. Donc peut-être qu'il faut que nous, on puisse parler
parler de messages positifs à travers nos actions et d'amour. Voilà.